deux dossiers, hein, le dossier du négationnisme, donc du génocide des Arméniens, dossier qui devait être traité par Thomas Hockman lors de cette demi-journée d'études, mais ça n'a pas été possible pour des raisons personnelles liées donc au professeur Hockman. Et puis deuxième exposé, celui effectivement du temps long de la justice. Comment est-ce que le génocide des Arméniens non seulement a été reconnu par un ensemble de jugements, d'instructions, de débats judiciaires qui constituent de notre point de vue un verdict de justice, hein, un composite mais un vrai verdict, verdict extrêmement important pour souligner que le génocide des Arméniens a bien été reconnu par la justice nationale et internationale. Et puis au-delà, effectivement, la manière dont la réflexion, l'analyse du génocide des Arméniens est au fondement du système pénal international tel qu'il s'est construit à partir de 1944, hein, face aux crimes nazis et à la Shoah, mais effectivement, si l'on approfondit toutes les données en fait connues sur cette émergence d'un système pénal international, on découvre l'importance du génocide des Arméniens dans cette construction. Alors, pour aborder donc ce temps long de la justice, hein, il faut bien sûr s'intéresser aux contestations de cette vérité historique et juridique qu'est le génocide des Arméniens. Et on le fait donc à partir d'un ouvrage qui vient de paraître, hein, aux éditions des Belles Lettres, donc un ouvrage coécrit avec les professeurs Thomas Hockman et Raymond Kerokian, et ainsi que ma participation. Donc un ouvrage Arménie, un génocide et la justice, qui suit un premier ouvrage paru en septembre 2023, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint. Cet ouvrage est paru au moment même où la République autonome du Haut-Karabakh, s'était établie hein, comme une entité indépendante après donc la guerre de 1994 qui avait amené à la victoire des Arméniens du Haut-Karabakh et de la République d'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Eh bien, en septembre 2023, c'est l'invasion de l'Azerbaïdjan soutenue par la Turquie qui détruit en fait cette République autonome du Haut-Karabakh, et tous les Arméniens, les 100 000 Arméniens de cette enclave, dans cette République, hein, qui effectivement était uniquement reconnue par elle-même, mais c'est important effectivement de souligner qu'il y a eu une volonté populaire, commune, de construire cette République autonome. Eh bien, tous les habitants fuient vers la République d'Arménie. C'est la fin d'une présence multiséculaire des Arméniens dans cette région. L'Azerbaïdjan et la Turquie proclament leur victoire. Et en fait, cette victoire, elle a été permise par le blocus total du Haut-Karabakh de décembre 2022 jusqu'au 19 septembre 2023, date de l'invasion massive de ce qui restait encore du Haut-Karabakh après une guerre déjà en 2020, la guerre des 44 jours. Et en fait, ce blocus qui a précipité cette population dans la famine et donc dans la mort relevait, de mon point de vue, hein, par application de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression des crimes de génocide, relevait d'un acte de génocide. Et en fait, ce livre donc a établi le temps long du génocide, le temps long des génocides qui donc s'est renforcé en fait dans sa connaissance par l'ouvrage de Raymond Kerokian, Parachever un génocide, paru au même moment en septembre 2023, et cet ouvrage établit la poursuite du génocide après la fin de la Première Guerre mondiale, après l'armistice de Mudros, où on pense qu'effectivement les survivants arméniens vont enfin trouver sécurité et peut-être même un État. Hein. C'est dans les projets du traité de Sèvres, c'est la volonté de Winston Churchill, du président Wilson, donc aux États-Unis. Et en fait, rien ne se passe. Au contraire, en fait, les survivants, les rescapés arméniens sont massacrés par le mouvement national turc, hein, ce qui va donner le régime de Mustafa Kemal. Le traité de Lausanne annule toute référence, je veux dire, au sort des Arméniens. Les Arméniens sont néantisés, hein, pour
ceux qui survivent, ils sont forcés de quitter sans retour possible eh bien, leur patrie qui est l'Empire ottoman devenu la Turquie, et il y a donc là effectivement la poursuite du génocide, ce qui montre bien que le génocide, même si la phase paroxystique de 1915 est très connue, et qu'on parle toujours du génocide de 1915, mais le génocide de 1915 se poursuit, et se poursuit, selon moi, jusqu'au moment effectivement de l'invasion massive du Haut-Karabakh, et surtout la volonté d'affamer les Artsakhites dans effectivement ce qui restait de la République autonome, et c'est le dernier terme peut-être, avant peut-être des menaces très sérieuses sur la République d'Arménie de la part de l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie. Et puis le point de départ, c'est les grands massacres hamidiens de 1894-96, suivis du grand massacre d'Adada. Et ces grands massacres, ils ont été étudiés par les contemporains au moment même, c'est Georges Jaurès en particulier qui dit qu'une guerre d'extermination a commencé contre les Arméniens de l'Empire ottoman. Et donc ces grands massacres, c'est un processus génocidaire, et il n'y a pas de génocide sans processus génocidaire. Donc le temps long du génocide, il est là, et à ce temps long du génocide répond le temps long de la justice. Et c'est donc effectivement l'objectif de cet ouvrage, et donc du résumé que je vais en donner donc dans cette communication, avec en premier point eh bien le dossier du négationnisme, un dossier de négationnisme qui est un dossier donc connu, parce que la Turquie qui a poursuivi en fait le génocide des Arméniens, qui a donc installé en fait un double discours, d'abord une négation de l'extermination, prétextant voilà, des conséquences de la guerre mondiale, ou, et ça c'est un élément qui a été bien montré par l'historien Stéphane Eyrig dans ses ouvrages non traduits, mais extrêmement percutant, c'est-à-dire le fait que on a justifié au fond aussi l'anéantissement des Arméniens en raison particulièrement de leur trahison qui n'est pas une trahison du tout. Les Arméniens ont été absolument fidèles et loyaux à l'Empire ottoman, ils souhaitaient simplement la démocratisation de l'Empire ottoman, comme un certain nombre de jeunes Turcs, notamment des libéraux, pas les unionistes qui vont effectivement prendre le pouvoir en 1913 et ensuite conduire le génocide contre les Arméniens. Donc la Turquie développe un négationnisme d'État, en Turquie même, avec une oppression de la population, de la société, et qui, cette interdiction de parler au fond des sujets vrais, implique pour la société un enfermement aussi sur d'autres questions. Et du reste, beaucoup effectivement, les démocrates défendent la reconnaissance du génocide arménien, qui permettrait de débloquer toute une série de questions, notamment la répression contre les populations kurdes. Et ce négationnisme d'État, eh bien, il s'étend au monde entier. On a l'exemple du Rwanda, avec les pressions de l'État turc sur le gouvernement rwandais pour retirer la section génocide des Arméniens du mémorial de Gisozi à Kigali, donc un musée qui expose les différents génocides, et qui effectivement a vu donc cette section être retirée parce que la Turquie construit beaucoup donc au Rwanda, notamment l'aéroport, auparavant le grand stade, et que la condition pour avoir des contrats de la part du Rwanda, c'est eh bien d'être obligé à ce négationnisme. Je veux dire, le Rwanda fait ce qu'il peut, bien évidemment, c'est d'abord effectivement la volonté turque qui est extrêmement condamnable, et en France même, on le sait, les réseaux consulaires, les services diplomatiques de Turquie, eh bien, encadrent ces populations d'origine turque, considérant que ce sont des populations turques qui ne doivent obéir qu'à la loi turque, et qu'il faudrait effectivement des programmes spécifiques pour ces élèves qui sont très largement français, il faut le rappeler, et sur le sol français, et donc dans un certain nombre de situations, on a des contestations de la vérité sur le génocide des Arméniens. Effectivement, pour les professeurs, c'est compliqué, et c'est pour ça aussi que voilà, on arme les professeurs avec des données notamment à la fois historiques, et je rappelle
aussi le très grand livre de Raymond Kevorkian, Le génocide des Arméniens, donc paru en 2006, hein. Et puis on les arme aussi avec des notions de droit qui sont extrêmement importantes de ce point de vue-là. Alors ce négationnisme, il faut effectivement le documenter, hein, on le documente, hein, c'est une première réponse, hein, on le documente, on l'identifie, on le documente, on le déconstruit. Je renvoie là à un travail de recherche doctorale, hein, de la jeune chercheuse d'origine turque, Duygu Tasalp, hein. Il y a beaucoup, hein, il faut le savoir, d'universitaires turcs, de chercheurs de Turquie, qui ont contribué considérablement à la connaissance du génocide des Arméniens et la connaissance du négationnisme. C'est le cas donc de Duygu Tasalp avec son livre paru l'année dernière chez Karthala, 100 ans de négation, les régimes mémoriels en Turquie, de l'unionisme, donc les jeunes Turcs génocidaires, à l'islamisme. Donc cet arsenal des réponses est aussi connaître, reconnaître, instituer. Donc connaître la mémoire, hein. Par exemple vient d'être réédité l'ouvrage d'Annie Casso, hein, universitaire à Paul Valéry à Montpellier, en collection Tempus, hein, le Cantique des larmes, donc un ensemble de sources sur l'extermination des Arméniens, donc une connaissance voilà, de l'histoire générale du génocide des Arméniens, par exemple l'ouvrage qui est paru en 2015, hein, écrit par Hamid Bozarslan, Raymond Kevorkian et moi-même, hein, paru chez Talandier, et réédité très régulièrement en collection texto, et puis une recherche de fond hein, extrêmement importante et décisive. J'ai parlé de Stéphane Éric, mais aussi de Raymond Kevorkian, donc son livre Parachever un génocide, paru chez Odile Jacob en septembre 2023. La reconnaissance, elle est très importante, hein, c'est des discours politiques, des discours de président de la République, ça peut être notamment, par exemple, le discours du président allemand, hein, extrêmement important, les lois, résolutions, alors bien sûr, très connue la loi de reconnaissance française, hein, du 29 janvier 2001, mais aussi moins connue, hein, la reconnaissance par le Parlement européen, dès le 18 juin 1987, eh bien, du génocide perpétré contre les Arméniens. Et à chaque fois, effectivement, vous avez des vives attaques de l'État turc, hein, des menaces, et il faut tenir bon parce que, effectivement, c'est la vérité qui compte. Et cette vérité, on le sait, eh bien, elle est centrale aux sociétés démocratiques. Et donc, rappelons aussi la reconnaissance donc par le président Joe Biden, et ça c'est extrêmement important, significatif en 2021, donc le 24 avril 2021, une date extrêmement importante parce que jusque-là, aucun président américain n'avait reconnu le génocide des Arméniens. Et donc c'est ces reconnaissances eh bien, sont instituées hein, à travers ces discours, à travers ces lois, ces résolutions. Il faut effectivement bien le comprendre. Et bien sûr, l'arsenal des réponses au négationnisme, c'est la transmission, l'éducation, l'enseignement, d'où l'importance de l'étude du génocide des Arméniens en collège et en lycée, et l'importance aussi d'avoir plusieurs génocides étudiés, parce que c'est pas effectivement des faits séparés. Bien sûr, chaque génocide est spécifique, mais les mécanismes sont communs, et donc à chaque fois qu'on étudie la Shoah, on étudie aussi le génocide des Arméniens, et encore plus avec effectivement ce que je vais démontrer, établir dans un instant, c'est-à-dire la place effectivement du génocide des Arméniens dans la conception, notamment par Raphaël Lemkin, donc le père de la Convention génocide de 1948, eh bien, du crime de génocide. Donc c'est très important, et au fond on touche aussi à des faits universels, des faits qui mobilisent l'humanité, et je crois que les élèves sont très intéressés. Moi je le vois effectivement lorsque j'interviens sur le génocide des Tutsis, où je suis amené bien sûr à parler d'autres génocides. Et là, j'en vois en particulier donc à la brochure de la documentation photographique sur les génocides, et puis peut-être donc envisager le dernier terme en fait de cette lutte contre le négationnisme, c'est le passage par la loi, sur le modèle de la loi Guesso. Ça a été effectivement tenté en 2011, hein, la proposition de loi Boyer, qui était une proposition assez faible sur un plan effectivement de la rigueur juridique, qui a été votée par le Parlement, hein, définitivement le 31 janvier 2012,
mais un ensemble conséquent de députés qui avaient voté contre la loi, eh bien, ont saisi le Conseil constitutionnel, hein, et le Conseil constitutionnel a rendu donc sa décision d'annulation de la loi le 28 février donc 2012, sur la base notamment de 2 points importants, c'est-à-dire le fait que le Parlement avait donné en fait abusivement à la loi de reconnaissance de 2001 un caractère juridique, ce qu'elle n'avait pas, et que donc de ce point de vue-là, il y avait il n'y avait pas de reconnaissance, hein, de respect de la séparation des pouvoirs, le Parlement se suroctroyant finalement des pouvoirs judiciaires. Donc c'est la raison principale. Et donc c'est effectivement très intéressant de souligner que cette proposition de loi essayait effectivement de se raccrocher à des données juridictionnelles, comme on dit. Et alors je le dis d'autant mieux que c'est la thèse donc, de Thomas Hoffmann dans Arménie, un génocide et la justice, c'est-à-dire que Thomas Hoffmann, professeur de droit public à Paris-Nanterre, hein, expose à travers l'étude donc de tout ce contentieux, donc notamment du Conseil constitutionnel, expose en fait l'idée suivante, c'est-à-dire que il est vain de chercher une assise juridictionnelle à une loi de pénalisation de la contestation du génocide des Arméniens. Il est bien plus préférable d'envisager en fait cette contestation sous la forme d'un trouble majeur à l'ordre public, sous la forme d'une haine raciale ou ethnique, parce que, effectivement, le négationnisme, on le sait avec la Shoah, s'accompagne donc de l'antisémitisme, et Thomas Hoffmann pose la question, alors on attend peut-être aussi la suite hein, de son analyse, mais pose la question de l'existence d'une haine anti-arménienne véhiculée par le négationnisme, et avec cette haine anti-arménienne que l'on constate, hein, et il pourra effectivement recueillir une série de faits montrant les menaces qui pèsent sur nos concitoyens de confession ou d'origine arménienne. Et en fait, en raison effectivement de ces menaces, il est possible de lutter contre le négationnisme à travers cette action qui, selon lui, est beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste en termes de droit. Voilà effectivement les éléments du dossier sur le négationnisme. Passons maintenant, si vous le voulez bien, donc au long temps de la justice et de démontrer effectivement comment le génocide des Arméniens, non seulement a été en fait reconnu par un certain nombre d'instances qui aboutissent à un verdict de justice, et d'autre part le génocide des Arméniens qui est au fondement en fait de la justice pénale internationale, qui est réfléchi en fait dès 1899, c'est très important, hein, 1899, c'est 3 ans après les grands massacres hamidiens, 3 ans après le constat par Jean Jaurès de cette guerre d'extermination qui a commencé, et donc on est à La Haye, un grand juriste russe, Martins, eh bien, pose une question et rappelle qu'il faut effectivement défendre le droit des gens, notamment tel que eh bien, ce droit des gens est défini par les lois de l'humanité et la conscience publique. Et donc c'est important parce que cette clause Martins va être reprise en fait par Raphaël Lemkin dans ses travaux et notamment dans son grand livre de définition du génocide qui est Axis Rule in Occupied Europe, c'est-à-dire en fait l'étude de la mise en place hein, et de la mise en œuvre eh bien, de la solution finale contre les Juifs d'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a ce temps long de la justice, et ce temps long de la justice, donc, il est acté par des verdicts de condamnation, des procès au lendemain de la Première Guerre mondiale. D'abord, eh bien, le gouvernement donc, qui est au pouvoir à Constantinople, alors même que les unionistes sont en fuite, hein, comme l'architecte en chef du génocide, Talat Pacha, il est en fuite à Berlin, donc ces libéraux poursuivent soit par contumace, condamnent soit par contumace, soit eh bien,
que les prévenus sont arrêtés, un certain nombre de responsables de l'extermination des Arméniens. On ne parle pas encore de génocide, puisque le génocide est mentionné, je le verrai dans un instant, mais en tout cas à partir de 1944, qui est la création par Raphaël Lemkin de ce terme, hein, Génos, le groupe, et sidéré, l'assassinat, donc génocide, l'assassinat d'un groupe, l'assassinat intentionnel. Hein. Donc effectivement, il y a ces procès de Constantinople hein, qui aboutissent, avec des instructions qui sont menées, il y a une documentation considérable qui est révélée. Il y a les actions judiciaires des Britanniques qui arrêtent eux aussi, en Anatolie, à Constantinople, des responsables, mais en fait cette volonté britannique se heurte aux représailles du mouvement national turc conduit par Mustafa Kemal, qui donc se saisissent d'officiers britanniques et pour effectivement qu'ils aient la vie sauve, les Britanniques sont obligés de renoncer à ces poursuites. Il y a aussi tout ce qui se met en place à la conférence de la paix, avec donc la possibilité qui est donnée hein, dans le traité de Versailles comme dans le traité de Sèvres de poursuivre des responsables de crimes contre le droit humanitaire. Alors, ce droit humanitaire, et donc c'est le dernier point de ma démonstration, hein. Le second point, plus exactement, c'est au-delà effectivement de cet ensemble de jugements qui fait verdict, un verdict de justice, il y a en fait une place considérable du génocide des Arméniens à travers la réflexion et les initiatives des contemporains pour faire de cet événement absolu, hein, inimaginable, eh bien, un fait qui puisse être qualifié par la justice et qualifié par des nouvelles incriminations qui, en fait, de par leur existence et la nécessité de les créer, s'inscrivent dans des statuts. C'est extrêmement important de considérer que, par exemple, le tribunal Nuremberg, il a bien un statut, le statut de Londres, ou Charte de Londres, qui établit en fait cette justice pénale internationale. Et en fait, tout ce qui se passe au niveau du génocide des Arméniens dès 1913, hein, eh bien, c'est voilà, de réfléchir à la manière de qualifier à la hauteur du crime commis. Et donc, ça sera le crime contre l'humanité. D'abord, donc, qui est inscrit dans la déclaration de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie le 24 mai 1915, donc un mois après le déclenchement du génocide du 24 avril 1915 à Constantinople, le crime contre l'humanité qui est constaté par les Alliés, et donc qui dit crime dit poursuite. Donc à l'issue de la guerre, comme je l'ai dit, ces tentatives, hein, vaines, mais tentatives néanmoins, de fonder une justice pénale internationale. Et puis, voilà, l'intérêt des juristes, hein, alors c'est André Mandelstam, qui est, Mandelstam est un juriste russe, élève de Martins, et qui, dès 1917, écrit pour donc appeler à une action pénale contre l'État ottoman, sur la base effectivement de l'anéantissement des Arméniens, l'anéantissement intentionnel. Donc André Mandelstam, qui travaille dès 1917, hein, et qui est le père en fait, de la notion de droits internationaux, donc une déclaration extrêmement importante qui dit que les êtres humains disposent en fait de droits inaliénables, de droits parce qu'ils sont humains, et que les États n'ont pas la propriété absolue sur leur population. C'est tout à fait fondamental. C'est la notion même effectivement de crime contre l'humanité qui exige que l'humanité agisse contre le crime. Avec André Mandelstam, eh bien, un troisième juriste, hein, Raphaël Lemkin qui donc travaille dès la fin de la Première Guerre mondiale comme étudiant, hein, il observe le procès Tellerian, c'est-à-dire le procès du militant arménien qui, à Berlin, assassine Talat Pacha, donc qui exécute au fond la sentence des procès de Constantinople, et Tellerian est acquitté donc à Berlin par un jury qui constate effectivement qu'il y a eu massacre organisé, systématique des populations arméniennes, et donc Tellerian est relaxé. C'est extrêmement important, voilà, parce que la réflexion de Raphaël Lemkin prend
prend corps à ce moment-là, et Lemkin, donc, qui devient procureur donc, en Pologne, hein, il est d'origine juive, il mène une brillante carrière donc, comme procureur en Pologne. Il envoie un texte pour la conférence de Madrid sur l'unification du droit international. Il est interdit, on lui interdit de se rendre à Madrid parce que le gouvernement polonais ne veut pas indisposer l'Allemagne nazie, hein, puisqu'on est déjà dans l'avènement du nazisme à ce moment-là. Mais il envoie un texte où il définit deux incriminations qui, justement, reposent très clairement sur le sort des Arméniens, sur aussi le sort des Juifs en Russie et en Europe centrale au début du XXe siècle, à travers des pogroms organisés, des pogroms où effectivement l'État donc se mobilise, et donc là on se dessine quelque chose qui est très différent du massacre spontané. Et Lemkin donc parle du crime de barbarie, donc les atrocités de masse et l'extermination, et le crime de vandalisme, c'est-à-dire de s'acharner sur les églises, les cimetières, tous les lieux et tous les objets, et même immatériels qui définissent un groupe. Et donc, c'est intéressant de voir que Lemkin a compris qu'un génocide, c'est pas tellement physique, c'est aussi métaphysique. Il faut éliminer le groupe, il faut faire en sorte que le groupe n'ait jamais existé sur Terre. Cette avancée donc à la conférence de Madrid amène Lemkin à rappeler effectivement dans son livre d'études du sort des Juifs d'Europe, Axis Wall in Occupied Europe, paru en novembre 1944, il rappelle dans son livre ce qu'il expose en 1933. Il se saisit aussi du droit des gens de Martins dès 1899, donc il ramène tout ça dans son livre. Donc c'est-à-dire que son livre, c'est pas uniquement un livre donc, qui répond à la solution finale de la question juive des nazis, c'est aussi un livre qui reprend en fait en large partie toutes les avancées du droit, du droit humanitaire comme on l'appelle, et qui effectivement va fonder ce système pénal international. Donc c'est dans ce livre qu'il expose le crime de génocide, qui est associé à la Shoah, mais si on regarde bien effectivement cet ouvrage, si on suit aussi tout ce que Lemkin dira après, en disant combien il s'est inspiré du sort des Arméniens, on comprend que ce livre est aussi motivé par la réponse au génocide des Arméniens, et que finalement la Shoah prend encore plus de signification avec cette dimension de la connaissance du génocide des Arméniens. Vient donc la Convention génocide du 9 décembre 1948. Entre-temps, il y a le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg juge donc selon l'incrimination de crimes contre l'humanité. On le sait, c'est une invention, une seconde invention après le crime de génocide, donc due à un juriste qui est proche en fait de Lemkin, mais ils sont aussi concurrents, donc c'est Ernst Lauterpacht qui a eu la nationalité britannique, tandis que Lemkin, lui, est associé aux États-Unis, puisqu'il s'est réfugié aux États-Unis, donc fuyant Varsovie et laissant toute sa famille qui va être massacrée dans la Shoah. Et Nuremberg donc juge selon le crime de génocide, ce qui rend Lemkin très triste, hein, parce qu'il estime que voilà, le tribunal de Nuremberg n'a pas su donc réprimer les crimes les plus abominables des nazis. Donc il parvient à convaincre les Nations Unies, le secrétaire général, donc d'inscrire en fait le crime de génocide dans une convention. C'est donc la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, adoptée par les Nations Unies, par l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris. Elle était réunie à Paris parce que donc les Nations Unies n'avaient pas encore le siège de New York, hein, qui ne sera inauguré qu'en 1951. On est au palais de Chaillot, et le lendemain du 9 décembre, il y a un deuxième très grand texte, hein, un troisième je dirais, si on comprend la charte de San Francisco, de création des Nations Unies, donc charte de San Francisco, la Convention génocide, et puis le 10 décembre, le lendemain, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ces textes sont extrêmement importants, hein, il faut du reste les exposer aux élèves, hein, c'est facile effectivement de les comprendre, et
en fait, ce que l'on constate, c'est que dans la Convention génocide, dans l'article 2 qui définit le génocide, hein, l'intention de détruire tout en partie un groupe défini selon des critères, et puis après il y a les actes qui permettent de détruire, hein, et donc il y a bien sûr l'assassinat, il y a la soumission à des conditions menant à la mort, hein, et donc c'est le cas à la fois pour, par exemple, l'enfermement dans les ghettos des populations juives, mais c'est aussi le sort des Arméniens. Il y a en fait un acte spécifique au génocide des Arméniens. C'est là où on voit effectivement que Lemkin n'a pas oublié le génocide des Arméniens. C'est le point E de l'acte, c'est le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre. Or, il n'y a jamais eu de transfert forcé d'enfants juifs vers le groupe nazi. En revanche, il y a bien eu de très nombreux transferts et kidnappings et volonté de retirer toute référence, hein, toute culture, toute mémoire arménienne aux enfants capturés et qui sont conduits dans les groupes exterminateurs. Hein. Et là, on est vraiment là sur le génocide des Arméniens. Donc, pour terminer, il est très intéressant, si l'on va vers la loi Guesso de pénalisation de la négation de la Shoah, de constater que la loi Guesso fait référence donc au statut de Londres, hein, qui fonde le tribunal de Nuremberg. Et en fait, on se rend compte très clairement que le génocide des Arméniens a contribué extrêmement fortement à asseoir au fond un autre statut qui est celui de la Convention génocide, et cette convention donc a porté les tribunaux pénaux internationaux, surtout celui du Rwanda du 8 novembre 1994, qui jugent donc selon l'incrimination de crimes de génocide. Donc on a là finalement pas seulement un verdict de justice portant sur le génocide des Arméniens, mais le génocide des Arméniens comme fondateur en fait du statut de tous les tribunaux donc jugeant, poursuivant pour crimes de génocide. Et ça c'est très intéressant parce que voilà, avec effectivement une mobilisation de ces données juridiques et judiciaires, il serait peut-être possible, mais ça c'est effectivement le choix du législateur, hein, il serait peut-être possible effectivement d'agir aussi sur la pénalisation de la négation du génocide des Arméniens en parallèle avec les propositions de Thomas Hockman. Donc voilà effectivement pour ce panorama rapide du temps long de la justice du génocide des Arméniens. Et en fait cette présentation est, je pense, importante pour à la fois penser le génocide des Arméniens dans la longue durée, et il est essentiel de penser les génocides dans la longue durée, hein, c'est pas seulement la phase paroxystique, hein, où l'extermination est totale, donc de les penser dans la longue durée, de les penser au regard de l'histoire, de la mémoire et du droit. Et effectivement, cet acte de pensée rend l'enseignement plus décisif, plus puissant, et c'est absolument ce que vise le but visé par l'association des professeurs d'histoire-géographie. Donc voilà pour cette présentation, donc comme je l'ai dit, qui repose aussi sur deux supports, le PowerPoint et puis donc l'article à venir dans la revue Historien-Géographe. Je vous remercie.